On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle des inscriptions pour les programmes sport, art, études. C'est pour l'an prochain, mais c'est maintenant qu'il faut s'inscrire. Mais d'abord, on vous parle des priorités, des enjeux et du bilan du conseiller municipal dans le district Saint-Eugène, et j'ai nommé Jean Fontaine. Comme à chaque automne, on refait toujours une petite tournée de nos conseillers municipaux à Saint-Jean-sur-Richelieu, question d'avoir un peu la température de l'eau, le bilan, les enjeux également pour l'année à venir, d'autant qu'on va se diriger tout doucement vers une année électorale. On est déjà à 13 mois de la prochaine élection. Les choses vont quand même assez rapidement. On reçoit aujourd'hui le conseiller du district numéro 4, Saint-Eugène, Jean Fontaine. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Jean Fontaine qui est conseiller municipal depuis quoi, 2005? 2005. Donc 11 ans. 11 ans. Oui. Trois élections plus tard. 3 élections plus tard. Ça va vite, hein? Oui, ça va terriblement vite. Ah oui. Tu sais, quand je m'assois des photos, je disais, ça fait 11 ans que je fais ça, là. Tu sais, c'est... Mais j'aime encore ça. C'est ça qui est... Tu sais, c'est comme manger de la poutine, c'est toujours bon. Chaque mandat a ses particularités. Les collègues changent aussi. Certains collègues vont changer. Là, il y a un changement de maire. Il y a plus de nouveaux collègues dans ce conseil-ci. Mais qu'est-ce qui caractérise, selon vous, le conseil municipal là, qui est devant nous là, depuis 3 ans? Bien, c'est sûr qu'à vrai dire, on regarde vers l'avenir, mais je m'ennuie de mes collègues Legrand et Lanier. C'était mes amis. C'était avec eux que j'avais du plaisir. Je ne sais pas si la sauce a pogné, effectivement, dans ce groupe-là. Parce que c'est ça, on venait de divers partis politiques. Ouais. Tu as un Laplante. Yann, on l'aime bien, mais tu es avec Alain Laplante. Donc, tu sais, c'est tout ça qu'il faut gérer. Puis le maire, c'est pas facile pour le maire qui doit patauger dans tout ça, là. C'est justement parce que, bon, Jean Fontaine, conseiller municipal depuis 2005, a vécu l'ère d'Olbec, Oui. qui est une chose, quoiqu'à l'époque, vous étiez élu sous l'Action civique, Oui. avec Robert Quentin, Jean Lamoureux, etc. Bon. J'ai toujours été dans l'opposition. Oui, c'est ça, finalement, tu as toujours été dans l'opposition. Ouais. Mais quand même, bon, vous avez vécu l'ère d'Olbec. Là, c'est M. Smerica qui est arrivé avec 5 conseillers. M. Fecteau. M. Fecteau, qu'est-ce que j'ai dit? Smerica. J'ai-tu dit Smerica? Oui. Pardonnez le lapsus. On efface, on commence, mais c'est un lapsus, ça peut arriver. Donc, là, on a évidemment l'ère de M. Fecteau, qui est arrivé avec 5 conseillers, dont 3 conseillers qui ont quitté son équipe, là. En fait, qui ont avisé qu'ils ne se représenteraient pas avec lui. Il y a eu 5 élus sous l'équipe Legrand, dont vous faites partie, un sous l'équipe Laplante, M. Langlois, et M. Berthelot, qui avait fait le choix de se présenter indépendant. Vous avez dit tantôt, je ne sais pas si la sauce a pris. Est-ce qu'elle a pris ou elle n'a pas pris la sauce? Elle n'a pas pris, à mon avis. Pourquoi? Ben, moi, j'ai des comparatifs avec l'autre version, avec l'autre mandat, justement, sous l'époque de Gilles Delbecq. Je ne sais pas. Je pense qu'il y a eu un clivage de génération aussi. Je pense qu'il y a eu les jeunes qui ont pris certaines décisions, qui voulaient peut-être plus protéger des boisés, qui voulaient, peut-être faire d'autres choix que peut-être les plus vieux auraient pris. Quoique moi, là, je tente les deux. Moi, c'est ça. Moi, ce qui caractérise, c'est ça. Moi, j'ai de la misère à me positionner parce que je tente 2 groupes, j'ai l'impression. Je n'ai pas trouvé ma niche. Je ne l'ai pas trouvé. Bon, parce qu'en même temps, quand on regarde, la majorité des décisions sont adoptées unanimement, mais il y a toujours peut-être un 5 à 10 de résolutions contestées. Et là, ce qu'on voit depuis 2-3 ans, quand il y a une résolution qui est contestée, généralement, c'est M. Bessette, M. Larivière, parfois Mélanie Dufresne, parfois Yann Langlois, Parfois moi. parfois vous-même, C'est ça. 2, 3, 4 ou 5, Ouais. qui vont voter contre, puis après ça, la majorité l'emporte. C'est ça. C'est ça le contexte, là. C'est exactement ça. Puis moi, ce que tu sais, comme je l'ai dit, je n'ai pas trouvé ma niche. Alors moi, j'étudie dossier par dossier. Vraiment, tu sais, j'ai pas... Parce que, tu sais, ça m'est arrivé là, dans d'autres années, dans d'autres mandats, de voter. Puis bon, je n'étais pas 100 d'accord, mais j'ai dit, je vais me rallier. Mais quand je dis que la sauce ne pogne pas, c'est qu'on a la difficulté à se rallier parce que la sauce n'a pas pogné. C'est ça. Bon. Là, il reste à peu près 13 mois avant la prochaine élection. Si on regarde le quartier Saint-Eugène, qu'est-ce qui a été fait depuis 3 ans et qu'est-ce qui reste à faire dans la prochaine année? Malgré tout ce que je viens de dire, là, moi, je n'ai jamais été autant gâté que là, dans ce 3e mandat-là. Moi, là, il y a les rues de Liège qui sont faites, de Lorimier, Parenteau, Auquin, Barabé, qui ont été repavées. Ça a été incroyable. Puis il y a 2 choses aussi incroyables qui ont été faites récemment. C'est qu'on a acheté une station d'exercice dans le parc Joie-de-Vivre. Oui. Et ça, on ne l'a pas ouverte encore, mais il y a des gens que je vois là, qui vont déjà s'y exercer. Puis c'est fantastique, ça. C'est le plus grand parc de la ville. Et puis, il y avait comme un trou, un espace, et puis on l'utilise. Puis il y a un nouveau module de jeu aussi dans le parc Ronald Beauregard, tout près d'ici. Et il est très apprécié. Donc, ça a été ça, Bon. vraiment.
Est-ce que le parc Ronald-Beauregard est utilisé à sa pleine capacité, à son plein potentiel? À sa pleine capacité, je dirais pas loin. À son plein potentiel, non. Moi, je pense qu'il y a un plan directeur à faire. Ça avait déjà été commencé dans le temps de l'équipe d'Olbec. On avait fait certaines phases, puis qu'on a arrêté. Moi, je vais en faire un thème dans la prochaine campagne électorale. Ce parc-là, ce n'est pas juste un parc pour Saint-Eugène. C'est un parc pour toute la ville, mais il est dans le quartier Saint-Eugène. Et il y a beaucoup de choses à faire dans ce parc-là. Et en temps et lieu, bien, je vais faire des annonces. Parce qu'à chaque fois que je viens, j'avais dit ma terrasse, puis je tiens à ma terrasse. Bon, il n'y aura pas de terrasse dans ce présent mandat-là. Ce n'est pas plus grave que ça. Mais moi, je veux un plan directeur pour les prochaines années. Est-ce qu'on devrait faire comme dans certaines villes qui gèrent des terrains de camping municipaux, non pas avec des saisonniers, mais avec des vacanciers? Je donne un exemple. Disons qu'on a 20 ou une trentaine de sites potentiels, mais on ne peut pas réserver plus que 7 nuits. Ouais. Ça, est-ce que ça serait une idée qui serait porteuse, réalisable, ou si on ne veut pas se réembarquer dans de la gestion de camping? C'est une bonne question. On ne s'est pas réunis encore. Je ne pense pas qu'on va le faire d'ici la prochaine année. Je pense que, vous l'avez dit, il reste 13 mois. Il n'y aura pas de grands investissements dans la prochaine année. C'est à réfléchir. On est en train d'y réfléchir. Et quand la campagne électorale viendra, je ferai des propositions. Je ne sais pas si on va s'en aller vers un nouveau camping. Je pense qu'on pourrait l'aménager autrement pour faire d'autres choses que du camping. Bon. Parlons du golf, parce que dans les dernières entrevues qu'on a réalisées avec Jean Fontaine, on est souvent revenu sur le golf, parce que le golf risquait de... En fait, on le sait, les actionnaires voulaient vendre, ça n'a pas marché, bon, etc. Et ils ne voulaient plus vendre à un certain moment, mais là, on s'est dit, est-ce que l'opération golf va demeurer? Est-ce qu'on va couper des trous? Est-ce qu'on va vendre une partie pour faire du domiciliaire? Mais là, il faut dézoner, il faut que les riverains soient d'accord. Après ça, vous-même, vous avez dit, bien, si on vend une partie en avant, c'est pas si pire si on maintient les 18 trous. Or, on regarde, il faut l'admettre, puis j'ouvre la parenthèse ici, depuis que le conseil d'administration a choisi Robert Lancio pour diriger le club de golf Saint-Jean depuis les 2 dernières saisons, il y a eu tout un coup de barre de données, là. Il fait un excellent travail, mais moi, je lui parle régulièrement, puis ben, il ne reste pas vraiment beaucoup d'années devant lui. Il va vouloir laisser la pôle, mais cela dit, c'est tout en plein stationnement. J'espère que les membres vont faire leurs frais. Mais c'est ça ma question. Est-ce que le club de golf de Saint-Jean, qui existe depuis 1922, je pense à peu près, là, c'est ça. Est-ce qu'il est sauvé? Il n'est pas sauvé parce que leur problème, je l'ai souvent dit, c'est leur dette. Ils ont 2 millions de dettes. Accumulées. Oui, et ils ont des cartes à changer, il y a le clubhouse qui est à refaire, bien, certaines parties, ou de le toit, entre autres, et tout ça. Donc, il faut vraiment de la part, de la nouvelle argent pour pouvoir régler ces problèmes-là. Puis il n'y a pas 56 façons qu'ils aient un apport d'argent, c'est en vendant une partie de terrain sur Jacques-Cartier, entre autres. Bon, la partie qui est en façade, dans le fond, là où il y a à peu près le 13e trou actuellement. C'est ça. Puis là, il y avait le terrain de pratique, mais qui appartient à un privé. Oui, c'est ça. Donc, cette portion-là, vous, comme conseiller, vous seriez à l'aise à ce qu'on la vende pour aller chercher des sous? Moi, ce que j'ai vu, c'est même de l'autre côté, là. Donc, le 14 puis le 18, là, on va reculer les trous et on ferait... J'ai même vu un projet de tour sur le terrain, près du verre du 17. Et ça serait vraiment... Ça changerait, ça donnerait un nouveau look. Tu sais, puis ils n'ont pas beaucoup d'espace au sol pour rentabiliser leur vente. Donc, il faut qu'ils montent en hauteur. Alors là, ils sont en train de faire... sont sur la table à dessin. Et effectivement, là, on s'en va vers l'élection. Moi, ce que j'entends faire dans la prochaine élection, c'est demander un mandat clair à mes citoyens riverains autour et aux gens de Saint-Eugène en général, parce que le look va changer. Mais moi, je vais leur demander à mes citoyens de m'accorder un changement de zonage partiel du terrain. Partiel, là, quand je dis c'est juste sur la rue Jacques-Cartier et près d'Orlicon. Là. Il n'y aura pas d'autres constructions ailleurs. Parce que vous avez toujours dit, pour vous, tant que vous allez être là, vous voulez un golf de 18 trous là. C'est fondamental. Bon. Moi, après ça, si on vend des petits bouts ici et là, et que les riverains sont d'accord, vous êtes à l'aise avec ça? Ici et là, il n'y a pas beaucoup d'ici et là. Non, il n'y a pas beaucoup d'espace. C'est Jacques-Cartier ou limite Orlicon, là. C'est tout. Donc, ils ont une chance et ça va prolonger d'un certain temps. Puis le golf s'en va vers quoi? Est-ce que ça va monter, ça va descendre? Je ne sais pas. Quand on voit un peu l'expérience, ce qui est arrivé à l'église Saint-Gérard, un promoteur privé achète l'église de la fabrique, soumet un projet, les riverains, rue Faneuf, Lebeau, n'ont pas aimé ça, ils ont signé le registre, puis bon, je pense que le chiffre est assez clair. Il n'y aura pas de référendum. Comme disait Yvan Berthelot lundi soir au Conseil, l'ardoise est effacée, on recommence à zéro. Oui. Bon. Mais pour pas qu'on se ramasse dans un même contexte, dans le cas du golf Saint-Jean, c'est un peu ça, parce que si, exemple, le club de golf soumet un projet XYZ, mais que les riverains disent non, il n'y en aura pas? Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller les convaincre un par un sur la rue Bray, Terrien, Ravel.
Si on peut leur permettre la construction sur Séminaire, puis Séminaire, puis sur Jacques-Cartier, à ce moment-là, ils vont payer leurs dettes. Avec le nouvel achalandage qu'on voit, ils vont être capables de faire leurs frais, ce qui va empêcher une ultime construction près de leur maison. Alors, le choix va être simple pour eux autres, là. On réussit à leur permettre ça, ils clairent leurs dettes, puis on continue, ou le club de golf vend à un promoteur qui va attendre un dézonage. Et là, ils vont risquer d'avoir des maisons. Ça ne sera peut-être pas dans 2-3 ans, mais dans 10-15 ans, qui peut prédire l'avenir. Bon, là, il y a encore quelques projets domiciliaires dans Saint-Eugène. Oui. Il y a des maisons qui poussent un peu partout, là. Il y a quelques places. Oui. Il y a encore du potentiel de développement. Absolument. Est-ce que la tuyauterie est suffisante? Parce que souvent, on disait, dans le cas de Saint-Eugène, il y a comme un maximum à atteindre parce que sinon, ça va prendre du surdimensionnement au niveau des tuyaux pour amener les services, là. Exactement. On est un peu limite, là. On est limite, sauf qu'à un moment donné, il va falloir le faire. C'est pas pour tout de suite. Là, ce qu'on passe, c'est qu'on finit des projets là, qui sont près du verre numéro 4. Là. On termine ça là. Il y a un gros projet de développement au bout de la rue Alphonse-Gervais, mais Benoît Fortin me disait que ce n'est pas avant 10 ans, justement, avant de surdimensionner. Mais il y a quelque chose de très important qu'on va faire bientôt, c'est qu'on va boucler le réseau d'aqueduc. Parce que là, toute Saint-Eugène est alimentée seulement que par Vanier. Alors, on va boucler l'aqueduc sur Séminaire, on va aller rejoindre Carillon, et là, il va y avoir 2 entrées d'eau. Donc... Bon, là, le projet de M. Dumouchel sur Séminaire, ça tient toujours la route, ça? Ça tient la route jusqu'à temps que le ministère de l'Environnement va leur émettre son CA. Et pour ce faire, il faut réduire le débit d'eau dans les tuyaux, ce qu'on appelle le problème de la goutte. Il faut enlever des gouttières puis sur Séminaire. Alors ça, c'est mon collègue François Auger qui va devoir convaincre ses citoyens là, de se débrancher. Bon. Et là, dans le PTI, le programme triennal d'immobilisation qui a été adopté lundi soir dernier, qu'est-ce qu'on prévoit pour Saint-Eugène? De mémoire, il n'y a pas des trucs sur Carillon ou d'autres rues, Ferney, je pense aussi? Il y a deux projets importants. Il y a Ferney et Descolonnes. Ça, je suis très content parce que ça fait longtemps, depuis que je suis là, que c'est un problème. Donc, on a eu de longs débats autour de la table pour en arriver à la conclusion que la grande ville, va payer la portion de Jacques-Cartier jusqu'à Ferney, là, qui est la rue des Colonnes. Ça ne donne rien de faire Ferney si on ne fait pas des colonnes. Et les riverains vont payer des colonnes. On a fait un sondage, puis on a eu 95 de oui. Okay. Alors, je suis très content, Ferney va se faire. L'autre grand projet, c'est Carillon et Vernois. Carillon, la partie entre la voie ferrée et Séminaire. Oui. Donc, moi, je veux refaire certaines parties de la quincaillerie en dessous et remettre des bordures, puis refaire la fondation de la rue, puis mettre une nouvelle couche d'asphalte. Ça, bien entendu, les riverains ont une part à payer. Et je vais essayer de les convaincre, mais on les rencontre cet automne pour avoir leur avis. Bon. Puis dans le prochain 4 ans, ça va être quoi l'enjeu principal dans Saint-Eugène? Moi, on a fait une vidéo de la ville à l'époque. Moi, j'aimerais ça reboiser, le boisé Carillon. Il y a comme un grand trou, là, puis on va se porter acquéreur de toute la forêt dans le plan de conservation. Moi, j'aimerais vraiment pas qu'on aménage ça nécessairement, mais c'est parce que c'est vallonneux. Donc, j'aimerais qu'on égalise ça, qu'on mette de la terre, qu'on replante des arbres. Moi, ça, c'est la grande partie. Il y a aussi certaines rues. Saint-Eugène, c'est ça. Saint-Eugène, c'est de refaire des rues. Moi, je m'y applique fortement. Donc, il y a la rue Turgeon, qui est la rue de l'École. J'aimerais ça qu'il y ait des bordures, des égouts pluviaux. On les a consultés, les gens ont dit non, mais je vais essayer de revenir avec un autre projet. Il y a toutes les rues, là. J'ai jasé avec le député Paquin, l'ancien député Paquin, qui reste sur Saint-Antoine, et il aimerait que sa rue ait des infrastructures, donc de Jacques-Cartier jusqu'à la rue Smith. Il y a toutes ces rues-là à refaire. Il ne manque pas de projet pour Saint-Eugène. Jean Fontaine, merci beaucoup. Très bien. Restez avec nous. Au retour, on vous parle du temps des inscriptions pour les programmes sport, art, études. Télévision du Haut-Richelieu.
sujets pratico-pratiques, entre autres pour les enfants, mais aussi pour les parents. La planification scolaire, c'est important, surtout dans le cadre des programmes comme le sport, art, études. Il y a d'ailleurs une inscription, en fait, une soirée d'information qui se tient ce jeudi, 29 septembre, 19h, à l'école Joséphine d'Endurant, dans l'édifice Beaulieu. La période d'inscription, elle, est en vigueur du 26 septembre jusqu'au 7 octobre. On en discute avec le porte-parole du programme sport, art, études. Il est directeur de l'école secondaire Marguerite Bourgeois. Chad Boutin, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Ça représente quoi, la commission scolaire des Hautes-Rivières, le programme sport, art, études? Il y a combien de programmes d'offerts? Il y a combien d'inscriptions possibles et potentielles? On va avoir l'an prochain 14 programmes offerts au niveau du sport, art, études. Et on a un programme maison, langue et communication qu'on offre également de la 5e année jusqu'en secondaire 5. Présentement, ça représente un peu moins que 600 élèves qui font partie de ces programmes-là, de la 5e année du primaire à la 5e année du secondaire. C'est quand même beaucoup parce que quand on regarde le nombre d'inscrits primaires, secondaires confondus, on parle de 20 000 élèves. Oui. Et là, on parle de 600 élèves sur 20 000 Oui. sur la portion de 5e année du primaire jusqu'à secondaire. C'est quand même une portion importante, là. Oui, on voit que ces programmes-là, ça place. Il y a vraiment une clientèle et les élèves aiment bien et de façon très générale restent dans le programme. Il y a un petit passage primaire-secondaire où on peut en perdre, aller en regagner. Mais une fois qu'ils sont dans le programme pour la première secondaire, bien, on se rend de plus en plus jusqu'en secondaire 5. Et pour aider, depuis cette année, on offre les 2 parcours de mathématiques rendus en secondaire 4. Alors, anciennement, les élèves devaient automatiquement aller vers le profil sciences, mais depuis cette année, les élèves peuvent choisir l'autre parcours mathématiques ou celui de sciences. Donc, on offre encore là une possibilité aux élèves, selon leur intérêt académique, de quand même poursuivre en langue et communication ou en sport-études, même s'ils vont d'un profil qui n'est peut-être pas celui scientifique. Bon. Et là, évidemment, je le spécifie, là, même si c'est écrit au bas de l'écran, mais on parle ici de l'année scolaire 2017-2018. Oui. Donc, on parle de l'an prochain, là. 2017-2018, on est déjà dans cette période d'inscription-là. C'est pas mal toutes les écoles qui entament en ce moment leur période d'inscription, donc c'est important de le faire à la bonne date. Par après, il peut y avoir des demandes tardives, sauf que parfois, quand les programmes sont contingentés ou quand on a toute notre clientèle, bien, il n'y a pas de possibilité. Donc, c'est pour ça qu'il est important de respecter la date du 7 octobre pour s'assurer de pouvoir rentrer dans le programme. Bon. Très souvent aussi, les programmes de sport, art, études sont tenus en collaboration avec des organismes du milieu. Oui, effectivement. Tous nos sports, arts, études, nous avons des organismes partenaires, donc dans chacune des disciplines. Donc, cette facette-là relève de l'organisme. Donc, nous, les élèves sont à l'école le matin et l'après-midi, ils s'en vont dans leur organisme avec leur entraîneur et ils participent l'après-midi à leur discipline. Pour ce qui est de langue et communication, c'est un programme local et c'est donné par nos enseignants d'anglais à l'école primaire, à l'école Hamel et au secondaire à l'école Marguerite Bourgeois et à l'école Joséphine d'Endurant. Parlons de frais, parce que les frais peuvent varier, je présume, d'un programme à l'autre. Mais pour le parent qui nous regarde en ce moment, que son jeune est en 3e, 4e année, ou disons en 4e année, puis il va aller en 5 l'année prochaine, il se dit, bon, OK, peut-être que mon jeune aurait de l'intérêt pour l'une des disciplines qui est offerte, mais pour le parent, financièrement, ça représente quoi par année? Pour le programme Langue et communication, c'est des frais de 350 $ par année, de la 5e année à la 5e secondaire. Pour ce qui est des organismes, c'est variable. Toute l'information est sur le site Internet de la commission scolaire. Ça peut varier de 2 000 $ à plus de 3 000, 3 500, dépendant des compétitions, dépendant de l'encadrement offert par l'organisme. Il y a des disciplines où le ratio entraîneur et athlète est plus bas, plus haut, ou la même chose du côté des arts. Donc, ça peut être très variable. Et ça, c'est en vérifiant avec chacun des organismes. Et à la soirée d'information, tous les organismes vont être présents et l'information se trouve sur le site Internet de la commission scolaire des Hautes-Rivières. Bon, prenons l'exemple du primaire, 5 et 6e année du primaire. Quels sont les programmes offerts pour des jeunes de primaire en sport hors études? En sport hors études, au niveau primaire, il y a pas mal toutes les disciplines qu'on offre normalement. À part basketball, qui est dédié au secondaire, on offre danse, équitation, golf, hockey, judo.
musique, natation, patinage artistique, soccer, tennis, théâtre. Et nous offrons également pour la première année triathlon qui va être offert au primaire et au secondaire et le karaté qui ne sera offert qu'au secondaire. OK. Donc, mis à part le karaté et le basketball, qui n'est qu'au secondaire, toutes les autres disciplines que vous avez nommées commencent à la 5e année du primaire jusqu'à la 5e année du secondaire. Oui, jusqu'à la 5e année du secondaire. Et on a également cheerleading qui se rajoute l'an prochain, triathlon, comme je viens de dire. Donc, c'est nos 2 nouvelles, et karaté, nos 3 nouvelles organisations, et judo, qu'on n'a pas eu suffisamment de jeunes, malheureusement, cette année, mais qui revient, qui refait une tentative pour cette année. Bon. Pour cette année. On sait, dans certains cas, les jeunes vont commencer le sport hors-études en 5e année du primaire, puis ils vont le continuer jusqu'à la fin du secondaire. Par contre, peut-être des gens qui nous regardent en ce moment, dont le jeune est en secondaire 1, secondaire 2 limite, puis il se dit, bon, et là, je ne sais pas trop, mon jeune s'en va en secondaire 3 l'année prochaine, aimerait peut-être ça participer à un sport hors-études. À quel moment peut-il entrer dans un programme? Est-ce qu'il y a une limite ou même à la limite, quelqu'un pourrait être en secondaire 4 puis faire un sport hors-études en secondaire 5? C'est sûr que c'est plus rare en vieillissant. Par contre, il n'y a pas de limite. C'est sûr qu'on favorise toujours des jeunes qui étaient dans le programme l'année précédente vont être favorisés pour continuer dans le programme. Par contre, il arrive à l'occasion qu'en secondaire 1, 2 et parfois même secondaire 3, des jeunes décident de faire une demande. C'est sûr qu'on va prioriser les jeunes qui étaient déjà dans le programme, mais souvent, ça peut arriver qu'il nous reste de la place et dépendant évidemment des critères d'admissibilité de l'organisme, parce qu'ils ont leurs propres critères. Si nous, du point de vue académique, les élèves ont ce qu'il faut, bien, on les accepte. Donc, il y en a qui peuvent, oui, rentrer en cours de programme. Bon, les critères d'admissibilité, ça ressemble à quoi? C'est le bon comportement? C'est un niveau acceptable de rendement scolaire? Nous, ce qu'on demande en premier lieu, c'est que l'élève soit en situation de réussite académique. Donc, c'est certain qu'il doit réussir l'ensemble de ses cours. Ce qu'on demande également, évidemment, au niveau du comportement, tant à l'école que dans le transport scolaire, par exemple, dans la cour d'école, on demande aux élèves un bon comportement. Pour être certain d'avoir les candidats qui ont un dossier académique favorable, c'est les directions d'école qui vont nous recommander ou non des candidatures. Donc, ce qu'on veut pour ça, c'est 2 choses importantes. Premièrement, ce n'est pas nécessairement un programme élitisme où on va recevoir des élèves qui ont 90-95 de moyenne, qui fonctionnent partout, puis qui vont venir faire leur sport avec nous. Ils sont bienvenus, mais ce qu'on veut aussi, c'est des élèves qui sont moyens, puis qui vont réussir à se motiver tant au niveau académique qu'au niveau de l'organisme, donc des passionnés. On veut des passionnés que le petit quelque chose, l'organisme dans lequel ils font partie va faire en sorte qu'ils vont en donner plus à l'école, qu'ils vont rester motivés et qu'ils vont rester accrochés. Également, ce que ça vise, c'est aller chercher le plus de garçons possible. On sait qu'il y a un gros défi au niveau du taux de réussite chez les garçons et on pense que dans nos programmes, nos concentrations sport, arts, études, langue et communication, si on augmente le taux d'élèves garçons, on peut peut-être aider à soutenir un meilleur taux de réussite. Et comme les filles réussissent plus à l'école, bien, en mettant des critères tels l'effort, la persévérance et la réussite, bien, on peut peut-être aller chercher un peu plus de garçons. Bon, mais là, actuellement, sur les 600 inscrits, est-ce que c'est pas mal 50-50? J'ai malheureusement pas les statistiques actuelles au niveau des garçons et filles inscrits. Ça doit dépendre des sports aussi. Ça dépend des sports. On s'entend qu'en patinage artistique, il y a probablement plus de filles. Cette année, on n'a pas de garçons à ma connaissance. Et en hockey, bien, c'est... En hockey, on a 2 ou 3 filles. Bien, c'est ça. Mais ça dépend évidemment des sports. Parlons de contraintes de transport, parce que je ne sais pas combien vous avez de plateaux techniques pour offrir ces programmes, mais si moi, j'habite à Saint-Blaise, à la Colle, je ne sais pas, moi, à l'Acadie, puis que là, mon enfant va être obligé de changer d'école parce que là, il s'inscrit au programme, le transport, il est assumé par qui, comment, quoi? Ce qui est important, c'est premièrement, ce sont que des élèves qui font partie du territoire, évidemment, de la commission scolaire des Hautes-Rivières. Donc ça, la base est là. Deuxièmement, l'enfant va être transporté le matin de la maison jusqu'à l'école. Donc ça, c'est assumé en autobus par la commission scolaire. Donc si le jeune habite à Marieville, mais qui doit aller à Joséphine d'Endurant, il va être voyagé. Il va être voyagé. Le matin. Ensuite, le midi, il va être voyagé de l'école vers l'organisme, en autobus toujours. Ouais.
Et c'est le transport de fin de journée que les Le parents retour. doivent prévoir. Donc ça, pour aucun élève, le transport n'est assumé. Donc, ils doivent le prévoir. Pour tous les élèves qui ne fréquentent pas leur école de bassin, Ouais. il y a des frais depuis cette année d'environ 185 $ qui s'appliquent pour toute l'année pour ces coûts de transport-là. Donc, on le rappelle, cette semaine, jeudi 29 septembre, 19 h, à l'école Joséphine d'Endurant, dans l'édifice Beaulieu, donc la rencontre d'information sur les concentrations sport, arts, études en prévision de l'année scolaire 2017-2018. Par contre, les inscriptions, elles, sont en vigueur jusqu'au 7 octobre. Toute l'information est disponible sur le site Internet de la Commission scolaire des Hautes-Rivières. Et il peut toujours y avoir aussi des inscriptions tardives. S'il y a de la place. S'il y a de la place, on peut les recevoir. On encourage les gens, évidemment, d'ici le 7 octobre, à soumettre leur candidature à leur école de quartier où l'enfant fréquente présentement. Chad Boutin, merci beaucoup. Merci. Au plaisir. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Le nouveau PDG, chef de la direction de Desjardins, M. Cormier, va être de passage ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, après avoir prononcé des discours d'ailleurs à Lévis et à Montréal. Troisième ville qu'il fait, c'est ici à Saint-Jean, dans le cadre d'un dîner-causerie organisé par la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil municipal via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Et chaque dimanche matin, n'oubliez pas, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix. C'est toujours à 9 h 30 en direct. Et nous, notre prochain rendez-vous, il est bien sûr demain. Bye-bye.